Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque fois que l'on se retrouve dans ce magazine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse des publications les plus pertinentes de la semaine écoulée. Ce sont des articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Les exportations nigérianes de cacao ont augmenté de 43,5% au cours des 8 premiers mois de l'exercice 2021, passant d'un an plus tôt à 100 779 tonnes selon les données officielles publiées ce mercredi, et ce alors que la demande se rétablissait à la suite des perturbations causées par le coronavirus. Les mesures prises par le gouvernement nigérien pour freiner la propagation du coronavirus ont nui effectivement aux exportations l'an dernier, créant un arriéré de fèves de haricots non expédiés, dont certains sont encore coincés au port de Lagos et dans les entrepôts un peu partout dans le pays. Le Covid-19 a perturbé les exportations, a déclaré un inspecteur de cacao à Reuters. Certains concessionnaires ont jusqu'à 1 an de stock dans leurs entrepôts. Les exportations de cacao, deuxième exportation du Nigeria après le pétrole brut, se sont établies à 70 202 tonnes au cours de la période des 8 premiers mois, des 8 mois allant jusqu'en août 2020 et ont plus que doublé pour atteindre 142 092 tonnes en décembre 2020, selon les données du Federal Produce Inspection Service, le FPIS. De nombreuses études prospectives publiées en début d'année suggéraient que la probabilité de voir les cours du blé augmenter au cours de la saison 2022 était importante. Les analystes anticipaient en effet que le conflit qui couvait entre la Russie et l'Ukraine, les précipitations aux USA, la vigueur du dollar américain et la demande des consommateurs pourraient chacun exercer une influence démesurée sur les prix du blé, mais une série de rapports publiés le 12 janvier dernier est venue soulager les opérateurs de marché. En effet, ils craignaient, comme nous venons de le voir, un resserrement de l'offre et donc une tension sur les prix, mais l'USDA est venu rassurer les traders puisque dans son dernier rapport, l'institution américaine estime que 34 397 000 hectares ont été ensemencés en blé cet hiver, une augmentation de 2,2% par rapport à la saison 2021 et de 12,9% par rapport à la saison 2020. Nestlé a-t-il trouvé la solution miracle pour améliorer les revenus des planteurs de cacao ivoiriens ? C'est la question que se pose après la présentation le 27 janvier dernier par la multinationale basée en Suisse d'un ambitieux système de primes. Ce dernier doit profiter à quelques 10 000 familles de cultivateurs cette année en Côte d'Ivoire avant d'être probablement étendu au Ghana à partir de 2024. Dans le détail, Nestlé a fixé 4 pratiques vertueuses qu'il veut encourager. La scolarisation des enfants, l'utilisation de techniques agricoles performantes, dont l'élagage, l'agroforesterie, dont la plantation d'arbres d'ombrage et la diversification des cultures, combiner la production de cacao à celle de manioc et ou des activités d'élevage, d'aviculture ou d'apiculture. Pour chacune d'entre elles, le groupe prévoit de verser 100 francs suisses, l'équivalent de 96 € par an, aux paysans qui les adoptent, pour un bonus de 100 francs en cas de mise en œuvre des 4. Reste que plusieurs acteurs de terrain sont beaucoup plus réservés sur l'impact réel du dispositif. Si au niveau du conseil café-cacao, on salue évidemment toute initiative visant à améliorer le revenu des planteurs, on attend de voir les modalités concrètes de mise en œuvre de cette action. En effet, l'organisme rappelle que Nestlé n'achète pas directement les fèves aux cacaoculteurs, mais se fournit auprès d'intermédiaires, dont les broyeurs, ce qui rend la traçabilité des fèves comme du versement des primes plus compliquée. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après avec notre interview du jour. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre magazine et comme promis, nous retrouvons tout de suite notre interview du jour. Et pour ce faire, je suis avec Madame Laura Villacresse. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Madame, vous êtes vice-présidente économie sociale et solidaire et numérique à la Ligue de l'enseignement de Gironde et également fondatrice de l'association L'Évidence qui sensibilise à l'économie circulaire et à la valorisation des déchets.
Aujourd'hui, on va parler de la souveraineté alimentaire en France, puisque depuis le premier confinement, les Français ont peur de la pénurie alimentaire. Cela s'est remarqué par le fait que beaucoup ont fait des réserves pour plusieurs mois, alors que d'autres espèrent toujours ne pas manquer. Le pouvoir exécutif souhaite donc désormais reconquérir ce qu'on appelle sa souveraineté alimentaire. Madame Villacresse, qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire ? Alors la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui a été émis pour la première fois en 1996, mais qui en fait aborde le fait de pouvoir librement consommer, que chaque population puisse consommer ses produits dans des conditions d'autonomie, en fonction en fait du contexte et en fonction de sa culture. Donc c'est un concept qui petit à petit c'est un peu affiné. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt la question effectivement aussi de la suffisance, de l'autosuffisance alimentaire qui est en jeu, et la question en fait, parce que il s'agit de se poser un ensemble de questions plutôt que de pouvoir apporter comme ça de facto des réponses. Donc les questions, en l'occurrence, sont celles de comment se nourrir dignement, d'avoir une alimentation durable, une alimentation saine qui va avoir une incidence sur le corps, sur la santé, même sur l'économie derrière, et de trouver en fait le modèle qui sera le plus idoine pour pouvoir effectivement avoir une vision pérenne. Alors, ok, très clair, je comprends bien. Alors, vous parlez d'autosuffisance. Si on regarde très rapidement la balance commerciale agroalimentaire française, elle ne cesse de se dégrader. Comment on en est arrivé là, finalement, Madame Villacresse ? Alors, je ne suis pas une spécialiste, comme je vous l'indique, je propose plutôt, l'association propose plutôt qu'on travaille sur un ensemble de questions et d'apporter les réponses après en fonction des spécialistes qui sont amenés. Ce qu'on sait sur cette balance commerciale qui s'est dégradée, c'est qu'on parle de parts de marché qui sont de plus en plus difficiles à trouver, notamment vis-à-vis de la Russie, notamment par rapport à une compétition qui est très importante en Europe, avec des salaires qui sont moindres. Donc c'est tout l'environnement en fait économique qui a fait que nos produits ont baissé. Il y a eu aussi une volonté d'apporter un regard très particulier sur des produits haut de gamme. Or, l'agriculture, ce n'est pas que du produit haut de gamme, même si effectivement le fer de lance de notre gastronomie a toujours été sur du haut de gamme. Mais plus largement, si on en revient aux producteurs, il s'agit vraiment de plutôt pouvoir écouler sur des petites productions de son alimentation, son agriculture. D'accord, donc finalement ça équivaut à parler de chaîne agroalimentaire française. Comment est-ce qu'on peut garantir la pérennité de cette chaîne agroalimentaire, Madame ? Alors, les chambres d'agriculture ont posé ces questions-là, justement pour travailler sur une juste adéquation entre circuit court et exportation. Il y a des initiatives qui sont ici et là en présence, où on voit qu'il y a beaucoup le concept de tiers-lieu nourricier aujourd'hui qui apparaît, qui pose la question également de la relation à l'alimentation, comment se nourrir, comment échanger les bonnes pratiques, comment respecter les agriculteurs. L'alimentation, à mon sens, elle est vraiment à la confluence d'énormément de questions, les transports, la santé mentale, la santé physique, les questions qui sont aussi liées à la production, au respect des chaînes de production, aux produits phytosanitaires. C'est l'alimentation pour nous épicuriens, grand épicurien, ces Français qui adorons la gastronomie, qui avons l'art de la table. Parler agriculture, c'est un pan lié à l'alimentation. Ce sont des chaînes qui se retrouvent les unes les autres. Mais parler de l'alimentation, de la valeur gustative, du retour également à des changements de recettes anciennes ou oubliées, des échanges de pratiques. Vous parliez tout à l'heure du déficit de la balance. Il y a eu un problème de transmission des exploitations également. Ça fait partie des difficultés. Donc,
ces modèles de transmission peuvent aujourd'hui se retrouver dans des initiatives, des initiatives locales. Il y a énormément de fermes agricoles qui travaillent sur l'éducation à l'alimentation, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Ce sont des enjeux aujourd'hui très importants par rapport à nos jeunes qui peuvent nous-mêmes nous réapprendre à ce que nous nous alimentions d'une façon différente et valoriser derrière ceux qui produisent, les agriculteurs, et qui produisent mieux en fait. Et donc, vous nous expliquez qu'il faut finalement changer un peu les mentalités, qu'elles soient au niveau des élèves, au niveau de l'école, au niveau des agriculteurs eux-mêmes, au niveau des consommateurs. Donc il y a un vrai bouleversement, un vrai choc que vous espérez, que vous attendez. Dans le détail, quel est, je dirais, le niveau d'organisation qu'il faut bousculer en premier? Est-ce qu'on parle au niveau de la parcelle, donc de l'agriculteur, au niveau du territoire, au niveau plus haut des politiques, au niveau des consommateurs? Quelle est l'organisation qu'il faut bousculer pour accélérer ce changement de paradigme dont vous parlez? Les organisations en Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine s'est largement, par exemple, emparée de ce sujet. Elle a fait une série de webinaires autour de ces questions-là, puisqu'elle a la compétence sur l'agriculture, le développement durable. Donc, effectivement, c'est déjà un échelon d'organisation qui est très fort et en Nouvelle-Aquitaine qui s'en est largement emparé. L'État aussi est très présent là-dessus, ce qui n'empêche que les structures s'appuient toujours sur les citoyens. Elles vont les accompagner, elles vont les aider à changer de mentalité en soutenant un ensemble d'initiatives. Il y a beaucoup d'appels à projets qui sont soutenus. Il y a aussi beaucoup d'initiatives et c'est un peu la rencontre entre les initiatives et les appels à projets. Il n'empêche qu'au final, le bon échelon, je dirais, c'est l'assiette. Ça n'empêche qu'au final, l'échelon, c'est comment et l'approvisionnement de cette assiette, puisque comment on fait pour éviter d'avoir quelque chose de fastidieux pour essayer de s'approvisionner, quelque chose aussi qui a des aliments qui sont nutritifs, qui sont locaux, qui également sont faciles d'accès pour arriver dans l'assiette. Et j'ai envie de vous dire, la recette peut-être, ce serait le bon échelon pour justement transformer nos pratiques et nos paradigmes, parce qu'à travers ce que l'on consomme, ça dit aussi ce que nous sommes et ça renvoie aussi à la valorisation de nos agriculteurs. Donc finalement, dans le changement de paradigme, peut-être repartir de l'assiette et de la graine aussi, puisqu'on a des enjeux sur la graine, des enjeux importants, puisqu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir autoproduire, de travailler sur ces techniques-là pour pouvoir derrière valoriser le système de production. Je pense que revenons à l'essentiel, ce que nous consommons, et comment on le consomme. Ok, merci beaucoup Madame Villacresse d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente économie sociale et solidaire et numérique à la Ligue de l'enseignement de Gironde et également fondatrice de l'association L'Évidence qui sensibilise à l'économie circulaire et à la valorisation des déchets. On marque une courte pause et on revient juste après avec les équipes de Day by Day pour votre focus sur deux matières premières. On en parle tout de suite après cette pause. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur. On rejoint tout de suite Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day, qui nous propose, comme à son habitude, un zoom sur deux matières premières. Mathieu, vous avez sélectionné aujourd'hui pour nous l'huile de soja et le soja. Du coup, le marché du soja a été très actif ces derniers jours, porté par les révisions à la baisse des projections de rendement en Amérique du Sud, ce qui a incité les négociants et les analystes à revoir à la hausse les projections de la demande américaine. Du coup, les cours tendent vers le haut, Mathieu ?
De façon assez nette, potentiellement même, on a des figures qui peuvent être explosives. Alors, avec juste ces nouvelles ou d'autres éléments qui viendraient alimenter le marché. En tout cas, on est sur des configurations techniques qui me semblent être particulièrement intéressantes. Alors, je vais commencer effectivement donc par l'huile de soja. L'huile de soja qui, depuis l'année 2020, est sur une phase haussière assez dynamique. En côté 25, on a fait un plus haut mi-2021 à 70, donc on est quand même sur une progression assez spectaculaire, progression qui a été consolidée à l'intérieur d'une figure de compression. Alors cette consolidation en bleu sur le graphique donc a pris du temps, mais n'a pas enfoncé réellement en fait de zone importante, la zone de support qui était forte, c'était la zone entre 53 et 50, renforcée par le ratio de 38% de Fibonacci. Avec le récent mouvement haussier de début d'année, les cours viennent de sortir par le haut de cette figure de compression, et un petit peu comme quand vous comprimez une bouteille, un gaz, etc., lorsque ça se libère, il y a un véritable risque d'accélération haussière, surtout que l'on vient, ou en tout cas on essaye de franchir le dernier sommet à 65. Donc le potentiel haussier est là. L'accélération est possible, le risque est donc de reproduire la taille de l'impulsion précédente au point bas de la consolidation. Ce sont les deux flèches bleues en pointillé, ce qui enverrait les cours alors sur un horizon de temps long, puisqu'on parle ici d'un mouvement qui a quasiment pris à 18 mois, donc on projette sur 18 mois avec un potentiel hausse vers 97. On aura un niveau fort sur le sommet à 70, mais on a devant nous un véritable risque haussier. Véritable risque haussier, donc vous nous avez parlé. Donc si j'ai bien compris, Mathieu, il faut que le cours passe les 65 pour matérialiser son mouvement haussier vers les 97 sur l'année et demie qui arrive. Oui, on est effectivement sur une clôture hebdomadaire, et donc effectivement, c'est ce soir, fin de vendredi, qu'on a cette clôture, et pour confirmer un signal haussier, il est de bon ton de clôturer au-dessus de 65, donc c'est à surveiller avec beaucoup d'attention ce soir. On passe au tourteau de soja. Oui, alors la configuration, elle est un petit peu moins explosive, mais elle est tout aussi attrayante à mes yeux. Pourquoi elle est moins explosive ? Parce que le mouvement haussier de 2020-2021, lui, a été retracé un petit peu plus profondément. On s'est arrêté sur le ratio de 50% de Fibonacci. Plus le ratio de retracement de Fibonacci est court, en fait, plus cela démontre une persistance du courant acheteur, une force des acheteurs. Ils ne laissent pas le sous-jacent consolider, et ils reviennent dessus dès que possible. Donc ici, un petit peu moins fort, mais un niveau aux alentours des 1200, tout aussi intéressant. Le titre, donc le soja, a consolidé au-dessus de ce support majeur. Il a pris un petit peu de temps avant de redéclencher une très très vive impulsion qui, elle, est déjà confirmée par le débordement du dernier sommet de la consolidation aux alentours des 1430. On voit les deux très très belles bougies blanches réalisées ces trois dernières semaines d'ailleurs, avec un niveau de support aux alentours des 1350, un mouvement qui doit se prolonger pareil vers les récents plus hauts aux alentours des 1670, potentiellement plus tard, là aussi, sur un horizon de temps un peu plus long. Il s'agirait donc de projeter la taille de l'impulsion précédente, donc grosso modo entre 800 et 1600, soit 800, au point bas qui était à 1200, ça nous envoie vers 2000. On a un plus haut historique aux alentours de 1790. Là aussi, je suis sur une lecture haussière assez nette. Très bien, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Le Minimax sur les matières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, restez avec nous quand même, car on revient juste après cette pause avec notre JT Vue d'ailleurs. À tout de suite sur TV Finance.